Conférence passerelle du 22 novembre 2012. Les énergies carbonées, dites fossiles, par Pierre-René Bocquis, ingénieur économiste et enseignant. J'ai passé ma vie dans l'énergie, 5 ans à l'Institut français du pétrole, moitié dans l'évaluation économique, moitié dans l'enseignement, puis 30 ans chez Total. Là, pas d'enseignement, Total ne voulait pas, comme ça. Et depuis 10 ans, je suis en retraite parce que j'avais atteint la limite d'âge il y a 10 ans. Et donc depuis, j'enseigne. Et je fais des bouquins. Donc, je participe à des bouquins. Il y en a 6 ou 7 au total. Et ça, c'est les plus beaux. Donc j'ai apporté ceux qui sont beaux. Mais ils sont tous épuisés et l'éditeur a fait faillite. Donc je ne sais pas si je vais reprendre. Mais il aurait dû en éditer plus. Comme ça, il en aurait vendu plus. Il préparait la site. Et c'était un mauvais gestionnaire apparemment. Enfin, j'en sais rien. Mais vous savez, c'est difficile quand on perd sur l'unité de se rattraper sur la quantité. Je crois que c'était un raisonnement, effectivement. Lui, il aurait peut-être tenu ce raisonnement, mais il avait une femme qui serrait les boulons et qui lui dit écoute, tu arrêtes de travailler sur ces beaux livres parce que ça rapporte rien. Donc c'est la peine. Je ne sais pas. Si vous mettez Bocquis BOQS sur Google, je pense qu'il y a un lien avec le site. Hein, et je pense qu'il y a un lien avec le site. Sinon, je vous le donnerai, ou vous demandez à Ariane, je vous le donnerai. Je ne sais même pas par cœur. Vous le mettrez peut-être sur le site, sur la passerelle. Oui, honnêtement, je ne vais jamais sur le site. Un cycle de 3 conférences, c'est peut-être plus bien. Oui, merci. Alors, dans l'énergie, j'ai fait une vie de pétrolier, mais dans les dernières années de mon séjour chez Total, je me suis intéressé, entre autres, aux autres énergies. Total avait des intérêts dans le solaire, dans le charbon, rêvait d'avoir une palette à peu près complète, et donc j'ai été pas mal impliqué dans les réflexions sur les renouvelables, même construit des éoliennes, etc. La biomasse, enfin, on a essayé de réfléchir à l'avenir à long terme. Et donc aujourd'hui, on va parler des énergies carbonées, qui existent sous 3 formes, hein, tout le monde le sait, gazeuse, liquide ou solide. Solide, c'est le charbon, qui est un hydrocarbure, mais solide. Et puis la fois prochaine, je ne sais plus quelle est la date, on parlera des énergies non carbonées, c'est-à-dire jeudi 6. Le nucléaire et les énergies dites renouvelables. Alors, l'idée, c'est de faire un exposé assez court, juste pour planter le décor, et puis après, vous posez des questions, et puis j'essaye d'y répondre. Je pense que ça sera plus vivant que de faire un exposé, puis de passer au dîner. Ah, pour planter le décor, je crois que la première chose, peut-être la plus importante, c'est essayer de donner, on ne peut pas le faire sans donner de chiffres, une idée de l'importance des différentes industries de l'énergie par leur chiffre d'affaires. Ça paraît idiot, mais c'est pas idiot, ou par leurs investissements. On va essayer de jongler un peu avec les deux. Si vous prenez cette année, l'industrie pétrolière mondiale, ça va faire à peu près 3 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous avez... Bon, on ne va pas faire le calcul ensemble, mais vous me croyez sur parole. L'industrie du gaz, presque 3 fois moins. On verra que ce n'est pas le même rapport dans les quantités. 1000 milliards de dollars à peu près. L'industrie charbonnière, également à peu près 1000 milliards de dollars. C'est un peu plus d'énergie que l'industrie du gaz, mais comme c'est moins cher à l'unité énergétique, c'est à peu près le même chiffre. Après, vous tombez au nucléaire. Et là, c'est un facteur 10. Vous êtes à 100 milliards de dollars. En clair, ce que j'entends par là, c'est le chiffre d'affaires énergie. Ce n'est pas le chiffre d'affaires des maisons comme Areva, c'est le chiffre d'affaires des gens qui produisent de l'électricité nucléaire. On parle bien énergie, on ne s'occupe pas des sociétés pour l'instant. Donc, le chiffre d'affaires du pétrole, c'est le chiffre d'affaires, la quantité de pétrole produite sur la Terre par son prix moyen. Le gaz, pareil, le charbon, pareil. Donc, facteur 10, déjà, quand vous arrivez à l'hydraulique, vous êtes à 80, vous êtes un peu moins que le nucléaire. On verra qu'en quantité, c'est à peu près équivalent en térawattheure, c'est l'unité malheureusement un peu barbare. Puis quand vous tombez au renouvelable, c'est à peu près 50. Et là, c'est dopé par des prix qui sont des prix subventionnés. C'est-à-dire qu'on verra qu'en pourcentage, là c'est inverse, c'est des pourcentages très faibles.
Pour un chiffre d'affaires, 50 milliards de dollars, c'est pas négligeable. Bon, vous voyez que ça vous donne un ranking, et vous voyez que le pétrole plus gaz, en gros, c'est les mêmes sociétés, 3000 plus 1000, 4000 milliards de dollars, c'est de loin plus important que n'importe quelle autre industrie. Il n'y a aucune industrie qui s'approche de loin de tout ça, pour ceux qui ont en tête, je ne sais pas quoi, le bâtiment, tout ce que vous voulez. On est vraiment dans un ordre de grandeur différent des activités traditionnelles, quelles qu'elles soient. Si on regarde par exemple maintenant en investissement, alors, en gros, l'industrie pétrolière, cette année, investit en chiffre rond 1000 milliards de dollars. Ça vous donne un peu une idée, dont à peu près 700 en exploration-production. Donc vous voyez que le métier de pétrolier et de gazier, c'est avant tout, en termes de business, un métier amont, un métier de producteur. Tout le reste, le raffinage, le transport, les stations-service, tout le machin, c'est les 300 milliards pour arriver à 1000. Donc ça vous donne une idée. Alors, on se dit 1000 milliards de dollars, à quoi je peux comparer ça? Parce que pour commun des mortels, ça ne veut rien dire. On discute du budget européen. Le budget européen qu'on envisage, c'est 1000 milliards par an. Je dis euros, c'est pas des dollars, mais enfin, c'est pas très différent, 25% de différence. Bon, c'est la taille en investissement du budget européen. C'est tout à fait gigantesque. Comparez ça même au budget de dépenses militaires mondiales. C'est aussi à peu près 1000 milliards de dollars. Donc presque 700 pour les États-Unis à eux tout seuls, ou 650. Donc vous voyez que le budget d'investissement de l'industrie pétrolière, c'est le budget d'investissement mondial en armement, c'est pas une plaisanterie, hein, c'est le budget prévu de l'Union européenne. Si on veut ramener à des unités qu'on comprend mieux, parce que la millier de milliards de dollars, ça ne veut pas dire grand-chose, je crois que monsieur est dans les transports, une ligne de TGV Paris-Marseille, remis en coût actuel, c'est à peu près 5 milliards d'euros, quelque chose comme 5 milliards de dollars. Un peu plus, 2-3 fois ça. Oh. Plutôt 3 fois. Ça a été 3 fois ça? Ah bon? Oh bon, je crois que c'était de l'ordre de 5 milliards, ou alors c'était peut-être pas en coût actuel, c'était en coût d'époque. Qu'est-ce qu'on pourrait d'autre dire? Alors, un porte-avions type Charles de Gaulle, si on en faisait un deuxième, c'est à peu près 5 milliards. Donc on voit bien que c'est une industrie, quand vous faites 700 milliards en amont d'investissement, les grosses mises unitaires, c'est un gros développement de champs en mer, par exemple, c'est entre 5 et 10 milliards de dollars. Donc c'est le coût largement d'un porte-avions pour un développement. C'est d'ailleurs beaucoup plus gros qu'un porte-avions comme installation. Ça fait 4 fois le tonnage d'un porte-avions, hein, une installation flottante pétrolière. Donc tout ça, c'était pour donner des points de repère économiques, dire c'est une industrie atypique, qui du fait même, je dirais, à la fois de l'importance économique, aussi bien pour les consommateurs importateurs que nous sommes que pour les producteurs, joue un rôle tellement clé qu'elle a une dimension politique, elle a toujours eu une dimension politique. Depuis l'origine, ou je dirais à la fin du XIXe siècle jusqu'à maintenant, vous pouvez faire N bouquins sur les rapports entre la politique et le secteur de l'industrie énergétique des énergies fossiles. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui, dans la salle, s'intéresse à ça pour faire un petit mémoire. On en parlera tout à l'heure. Mais non seulement, je dirais, l'importance économique, que je viens d'essayer d'illustrer par quelques chiffres, mais le simple fait que c'est devenu le carburant de la révolution industrielle. Les énergies fossiles, c'est ce qui a permis la révolution industrielle. Si vous allez jusqu'à, je dirais, la moitié du XIXe siècle, vers 1850, on avait un système énergétique presque entièrement sur une énergie renouvelable. Hein, on brûlait du bois, on avait du vent pour faire tourner les moulins, ou des moulins à eau, puis, point barre, il n'y avait rien d'autre, ou la force animale. Hein. Donc, il n'y avait pas d'énergie fossile. On a commencé à exploiter par le charbon, qui est resté l'énergie dominante
au plan mondial jusqu'à la fin des années 50, le début des années 60. Ça, on oublie toujours que le premier combustible de la révolution industrielle, ça a été le charbon. Et aujourd'hui encore, quand on est en France, on l'oublie complètement. C'est une industrie en croissance forte. Depuis 5 ans, nettement plus forte comme croissance que le pétrole. Et ça, vu de France, on l'oublie complètement. On l'ignore, on ne sait pas. Oui. Mais il y a encore des mines exploitées en France? Non, en France, non. C'est pour ça que je vous dis qu'en France, on ignore. On a une vision complètement fausse du monde, parce que toutes nos mines sont fermées depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, Charbonnage de France, en tant que société, c'est une société de gestion de retraités qui sont en train de mourir. Il y a encore, je ne sais pas combien, 1000 retraités, mais si vous voulez, on a tout fermé pour des raisons économiques. C'est-à-dire que le prix de revient était de l'ordre du triple, du quadruple du prix international, et de façon durable, donc il n'y avait pas le choix. Hein. Mais par contre, il y a d'autres pays où ça se développe très fortement. L'Indonésie, il y a 10 ans, n'avait pratiquement pas d'industrie charbonnière, c'est un des gros exportateurs mondiaux, ça va être le 2e ou le 3e. Idem, le Venezuela, la Colombie sont devenus des gros pays charbonniers. Vu de France, on ignore complètement ça. On sait vaguement qu'en Chine, il y en a beaucoup, qu'en Inde, il y en a beaucoup, et puis qu'en Afrique du Sud, ils en exportent. Parce que l'Inde et la Chine, ils importent. Non seulement ils produisent, mais ils importent. Je crois qu'il y a une société française qui a fait des demandes pour avoir des permis d'exploitation de mines de charbon. Récemment, oui. Récemment, l'année dernière, qui s'appelle Morel et Prom. Enfin, c'est pas l'année dernière, c'est il y a 5 ans. Enfin, ça a été relancé l'année dernière, et apparemment... Alors, effectivement, de grosses difficultés. C'est un paradoxe, c'est qu'effectivement, on a trouvé par forage un gisement assez intéressant, et Morel et Prom à la concession, ça fait 5 ans qu'ils se battent, à mon avis, dans le vide, parce que les écologistes ne voudront jamais de mine de charbon. Ni du reste d'ailleurs, mais sûrement pas de mine de charbon. Donc, à mon avis... Non, mais c'était juste Morel et Prom, c'est un des petits indépendants pétroliers français. Il y a une grande société, Total, puis il y a quelques petits indépendants, pas beaucoup. Morel et Prom est le 2e des indépendants français. Et ils ont un dossier charbon qui dort depuis des années. Bon, je perds un peu mon fil. Je dis donc que le charbon a été le combustible entre 1850 et 1950 de la révolution industrielle. Le pétrole, lui, il a démarré, je dirais, réellement avec la Première Guerre mondiale. En fait, il y a une période d'incubation entre 1860 et 1910 où on a été allé en chercher partout et on a commencé à monter l'industrie pétrolière mondiale. C'est là que sont apparus la Shell, Esso, donc des sociétés qui sont encore numéro 1, numéro 2 mondiales. Ils sont nés à la fin du 19e, entre 1880 et 1900. Ils sont nés tous les deux. Et puis, très vite, les hommes politiques ont compris qu'il y avait une dimension majeure dans cette révolution. On a vu apparaître l'automobile, on a vu apparaître l'avion. Tout ça, ça ne pouvait fonctionner que grâce à des hydrocarbures liquides. Le charbon, pas moyen de faire fonctionner un avion ou une voiture avec ça, enfin difficilement. Donc, il y a des gens qui ont réalisé avant d'autres que c'était majeur sur le plan politique. Là, il faut citer Winston Churchill, qui était lord à l'amirauté britannique en 1912, tout jeune, il devait avoir 30 ans, même pas, et il a dit « on convertit notre flotte au fioul ». Donc c'est le premier grand acte politique d'un pays consommateur qui n'avait pas de pétrole, de dire « je veux garder ma suprématie maritime, c'est mon assurance vie long terme », et l'avenir a montré que c'était vrai, je passe au fioul. Et pour ça, il a besoin d'un instrument pour lui procurer la sécurité d'approvisionnement. C'est l'origine de la BP. Je ne vais pas vous faire l'historique du design de la BP, mais la BP est un produit d'une décision politique de l'amirauté britannique et de Winston Churchill, tout jeune, donc on oublie qu'il a joué un rôle dans la Première Guerre mondiale indirect. Après la Première Guerre mondiale, tout le monde a compris que c'était majeur, donc tout le monde s'est rué sur le pétrole dans tous les sens. Je simplifie. Tout ça a fait que le pétrole est monté en régime, et à partir, donc, toute la phase de motorisation mondiale, automobile, aviation, et dans les années 60, le pétrole devient l'énergie numéro 1. Et l'est encore aujourd'hui. Donc c'est important. Le charbon numéro 1 jusqu'en
60, le pétrole le dépasse. Le gaz, lui, il a démarré aux États-Unis, il est venu beaucoup plus tard chez nous. Il est venu après la Seconde Guerre mondiale en Europe, et il s'est depuis développé à un rythme supérieur, je dirais, à celui des deux autres. Ce qui fait qu'il est devenu le numéro 3, pas très loin derrière le charbon. Je donnerai 2-3 chiffres là-dessus. Enfin, pour finir le panorama de l'évolution, il a annoncé la prochaine séance entre nous. Les énergies non carbonées, elles ont en fait démarré avec des démarrages assez différents quand les gens ont vraiment réalisé qu'il y avait un problème de ressources et de sécurité sur l'approvisionnement en énergie fossile. C'est vraiment le choc de 73. Vous savez qu'il y a eu 2 grandes crises pétrolières, 73-79. C'est le choc de 73 qui vraiment est la date du démarrage à grande échelle industrielle du nucléaire. Le nucléaire est une histoire beaucoup plus ancienne, mais par exemple en France, c'est 74, l'année où on décide qu'on va faire 2-3 centrales par an et qu'on fait un grand plan nucléaire. Dans d'autres pays, c'est moins spectaculaire, la date est moins nette, mais c'est vraiment là que se situe le décollage industriel. Et puis finalement, ces chocs de 73-79, on cherche à diversifier, c'est aussi le premier lancement à grande échelle des renouvelables. Donc il y a une première épopée du solaire, de l'éolien, de tout ce qu'on peut, de la géothermie, de la biomasse, après les 2 crises. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur la période, je dirais, 85-2000, ces énergies non carbonées vont être étouffées dans leur développement. Elles vont être étouffées pour 2 raisons. 1, 85, vous avez un contre-choc pétrolier, les prix sont divisés par 3 d'un seul coup, en une année. Donc ça a économiquement cassé les reins, je dirais, à la fois du nucléaire et des énergies renouvelables. Donc le taux de croissance s'est trouvé très très réduit. Et puis vous avez eu les accidents que tout le monde connaît pour le nucléaire, Three Island, mais surtout Tchernobyl. Donc tout ça, c'est jusqu'à l'an 2005. Et puis depuis 2005, on a une nouvelle phase, complètement nouvelle. C'est que on voit le prix des énergies fossiles à peu près partout dans le monde, sauf, on parlera un peu des États-Unis à part, qui se remet à grimper. En gros, le pétrole, entre 2005 et maintenant, quintuple. Et tout le monde se dit, oulala, on a un problème de raréfaction. On en parlera. Est-ce que c'est une vraie raréfaction ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Les théories du peak oil se mettent à fleurir. Et puis en même temps, on prend conscience qu'on a un problème climatique. Donc les 2 choses arrivent un peu en même temps, et les 2 choses vont avoir comme résultat une relance du nucléaire et des renouvelables à l'échelle mondiale. Pour les renouvelables, cette relance, on est encore en plein dedans, avec comme problème, on voit que les coûts sont encore plus élevés que ce qu'on avait prévu et que les conséquences de leur gestion est encore beaucoup plus difficiles que ce qu'on avait estimé il y a quelques années. Et pour le nucléaire, on a Fukushima en 2011 qui vient porter un 2e coup d'arrêt au nucléaire. Voilà le panorama général. Alors maintenant, on se centre sur ce qui nous intéresse, mais avant de se centrer sur ce qui nous intéresse, quel est finalement le bilan mondial, quelle est la place de chacune de ces énergies? C'est ce qu'on appelle le bilan en énergie primaire. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie primaire? C'est une énergie qui n'est pas produite à partir d'une autre énergie. Quand vous faites de l'électricité, vous pouvez la faire à partir de gaz ou de fioul ou de charbon, c'est pas une énergie primaire, cette électricité-là. Par contre, l'électricité que vous produisez à partir d'une éolienne ou d'une centrale nucléaire, c'est de l'électricité primaire. Donc il faut bien avoir la définition en tête quand on fait un bilan mondial. Alors si on veut faire un bilan mondial, et je m'arrêterai pratiquement là au point de vue chiffre, aujourd'hui le pétrole fait à peu près, cette année ça va faire à peu près, alors énergie primaire mondiale commerciale. J'insiste sur le mot commercial parce que l'AIE prend aussi le bois de récolte, mais avec des chiffres qui à mon avis sont complètement arbitraires. Ce que poursuivent statistiquement, c'est vraiment ce qui est commercialisé. Donc le pétrole 32%, le charbon 24%, le gaz 22%,
Alors 24 plus 22, ça fait 46, plus 32, ça fait 78. Hein. Il nous reste 80, il nous reste 20% pour le reste, pour les énergies non carbonées. Donc on est à 80% d'énergie carbonée, 20% d'énergie non carbonée. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Hein. Malgré des efforts très importants d'investissement pour développer les énergies non carbonées. Ça fait 20 ans qu'on sait qu'on a le problème de l'effet de serre. Malgré une politique, je dirais, pro-énergie non carbonée, on n'a presque pas changé la part des énergies carbonées. Elles faisaient 83% il y a 20 ans, elles font 80% aujourd'hui. Donc il y a une inertie énorme de ces systèmes. Et dans les 20% de non carbonés, vous avez en gros 7 et 7 pour l'hydraulique et le nucléaire, c'est presque la même production en térawattheure. Et puis le complément, c'est tout le reste. C'est la biomasse, l'éolien, le solaire, les énergies marines, la géothermie, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que les énergies occupent dans la presse une place proportionnellement inverse à leur importance. C'est-à-dire que les 4% ou 5% d'ENR occupent 95% de l'espace médiatique et les énergies carbonées qui font 80% de la réponse occupent, je dirais, 10%, et je suis gentil. Et le nucléaire, lui, quand ça va mal, il occupe beaucoup de place médiatiquement, mais quand ça va bien, il occupe plus aucune place médiatiquement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je ne sais pas trop, maintenant, quoi dire sur les trois grandes énergies carbonées. Je vais peut-être quand même commencer par celle que je connais mieux, c'est le pétrole et le gaz. Sur le pétrole, quels sont les problèmes aujourd'hui? Il y a visiblement un problème de difficulté de l'offre à suivre la demande. Sinon, les prix n'auraient pas explosé. Donc les gens qui disent on ne va pas vers un plafonnement de la production mondiale, ils nient la loi de l'offre et de la demande, ce qui me paraît bizarre. Or, là-dedans, dans ce que j'appelle les négationnistes du peak oil, le pic voulant pas dire que c'est un pic aigu, ça veut dire que the world production level will peak, ça va plafonner. Hein. Les gens qui nient ce plafonnement, ils ont quand même un peu de mal à expliquer pourquoi les prix ont été multipliés par 5. Si on pouvait offrir facilement du pétrole sans grande contrainte, il n'y avait aucune raison que les prix augmentent. Bon, s'ils augmentent, c'est bien parce qu'on a de plus en plus de mal à mettre en production de nouvelles ressources au rythme que serait l'accroissement de la demande si les prix n'avaient pas explosé. Alors, il y a une relation, si vous voulez, évidente entre le prix et puis le taux de croissance de la demande. Si on prend les 30 années avant 1973, le pétrole, ça croissait à 6,5% par an. C'était réglé comme un métronome. C'était presque aussi beau que l'électricité avec les 7%. C'était parfait. Deux chocs qui fait qu'en valeur, je dirais, réelle, le prix a été multiplié par 10. On est passé depuis à 1,5% de croissance. Puis il est évident que si on a du mal à continuer à suivre l'offre, la demande, même à 1,5% de croissance avec les prix actuels, les prix vont encore monter jusqu'à qu'on ait 0% de croissance. Le pic, c'est le 0% de croissance. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à relativement court terme. Et ça fait 15 ans que j'ai publié là-dessus. Et je pense que on est très près. Alors, très près, ça veut dire quoi? À nouveau, il faut utiliser des unités qui sont terribles, qui sont des unités de pétroliers. Les pétroliers résonnent en barils jour. Aujourd'hui, on produit 85 millions de barils jour sur la planète. Il faudrait donner la définition précise de qu'est-ce qu'on appelle pétrole, parce que selon la définition, je peux vous démontrer n'importe quel chiffre entre 77 et 88. Parce que la définition du mot pétrole, elle paraît simple, et où est-ce que vous le mesurez? À l'entrée des raffineries ou à la sortie, c'est pas le même chiffre. Est-ce que vous mettez les carburants de synthèse dedans ou vous les mettez pas? Est-ce que vous mettez les carburants, oui, les biocarburants, vous les mettez pas, etc., etc. Il y a toute une série de définitions à attacher, et donc un concept qui paraît simple comme production pétrolière, c'est un concept qui n'est, je dirais, opérationnel que si on met la définition à côté, et chaque organisme a une définition différente. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie,
qui représente en gros les pays consommateurs, qui est stationné là au château de la Muette, ben, ils ont une définition beaucoup plus large que l'administration américaine, l'EIA. Alors, comme ils ont des sigles en plus, AIA, qui se ressemblent, quand vous lisez un article, si vous ne savez pas quelle définition on a pris, ben vous avez 4 millions de barils jour, c'est-à-dire 5% de différence selon la source. Donc, je dirais, statistique pétrolière à manier avec délicatesse. Vous pouvez vous rappeler combien ça fait un baril ? 157 litres, et vous en avez 7 à la tonne. 7 en moyenne selon la densité mondiale, parce qu'évidemment, selon la densité, le nombre de barils par tonne varie. Donc ça varie entre 6,5 et 7,3, et on prend 7 arbitrairement, parce que sinon on ne sait pas faire les conversions. Donc c'est pour vous dire, tous ces chiffres, c'est des chiffres au Chicxulub. Au Chicxulub. Non, une fois que vous avez une définition, ils ont un sens. Donc le pétrole, son gros problème, pour moi, c'est ce problème de raréfaction de ressources bon marché. En clair, de la ressource chère, il y en a beaucoup, mais la vitesse à laquelle on va pouvoir la mettre en œuvre, elle est régulée tout simplement par le cash flow mondial de l'industrie. L'industrie, en gros, investit son cash flow. Donc vous pouvez modéliser assez facilement qu'en investissant le cash flow, même avec l'augmentation de 20, 30, 50% du prix, vous allez plafonner à peu près à 100 millions de barils jour. Vous êtes à 85, vous allez plafonner à 100. 100, il y a 12 ans, je disais 100 en 2020. Maintenant, je dis 2020 plus ou moins 5 ans, 100 plus ou moins 5 millions. Donc, pour moi, on est sur cette trajectoire-là. Quoi qu'on fasse. Alors, qu'est-ce qui peut arriver qui infléchisse la trajectoire ? Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a de la politique. Si vous avez des pays majeurs qui sont déstabilisés, vous allez d'un seul coup produire moins. Il faudra bien s'adapter. Si l'Arabie demain est en révolution, vous perdez 10 millions de barils jour, un huitième de la production mondiale, vous êtes dans les choux. Si demain l'Iran est bombardé par des gens qui se disent ces gens-là ne sont pas raisonnables, vous perdez pas un très gros volume, mais suffisamment pour que l'offre soit plus en ligne avec la demande. Le prix double ou triple, tout simplement parce que vous n'avez plus l'équilibre. Ça suffit. Il faudra un choc de prix pour rétablir l'équilibre. Demain au Venezuela, etc. Enfin, je pourrais allonger la ligne. Ce qu'on voit, c'est que finalement, les grands pays producteurs, c'est presque tous des pays qui ont des problèmes de stabilité interne ou externe. C'est embêtant. Dans l'augmentation pour monter à 100, le pays sur lequel on compte le plus, qui va faire la moitié de la hausse, c'est l'Irak. Qui est foutu de dire que l'Irak sera en paix dans les 15 ans, dans les 10 ans qui viennent ? Non, c'est rien du tout. Donc, dans les prévisions de tous les organismes internationaux, l'Irak est la locomotive numéro 1, les États-Unis la numéro 2. La croissance va nous venir de deux pôles complètement différents. Un qui est du pétrole traditionnel, bon marché, qui est là, qui est connu en Irak, mais avec quelques problèmes internes dont on ne sait pas à quelle vitesse on pourra le sortir. Et puis l'autre qui est un pays au contraire, dans la stabilité à peu près certaine, quoi qu'il arrive sur le plan politique. Et là, c'est par contre du pétrole très cher, très high-tech, c'est les nouveaux pétroles, soi-disant pétrole de schiste. Pétrole, on en parlera un peu tout à l'heure, plutôt de roche-mère. Donc vous allez avoir deux drivers de l'offre, et les autres pays sont à saturation, ou même vont baisser pour certains. Voilà en gros ce que je voulais dire sur le problème de l'industrie pétrolière. Et puis elle peut avoir un autre problème, comme tout le monde, l'effet de serre. C'est une énergie fossile. Mais ça, je dirais, c'est un peu du second ordre pour l'industrie pétrolière. Alors pourquoi c'est du second ordre ? Pour deux raisons. C'est que c'est une industrie qui, au niveau du consommateur, dans la plupart des pays, est taxée à une hauteur telle qu'il faudrait un coût du carbone extrêmement élevé pour que ça joue sur la demande. Je m'explique. Aujourd'hui, les marchés, dans les pays où il y en a du CO2, on a un objectif de $20 la tonne. Vous ajoutez, pour les émissions du pétrole, $100 la tonne de CO2 émis, vous ne bougez pratiquement pas la demande. Parce que ça revient à augmenter de $10 par baril votre pétrole. Vous en mettez complètement. Donc, il y a une inélasticité. Il faudrait mettre une taxe carbone ou un coût du carbone de l'ordre de $200 la tonne, c'est-à-dire 10 fois ce qu'on a en tête, pour que l'industrie pétrolière commence à plier. Par contre, l'industrie charbonnière, elle pliera avant, parce qu'elle émet plus par unité d'énergie.
nettement plus, disons moitié plus pour faire simple. Hein. Donc le pétrole, son problème numéro un, la raréfaction des gisements bon marché, donc des pétroles maintenant qui vont être chers à part l'Irak, la politique imprévisible et l'effet de serre en troisième. Si on passe maintenant au charbon, l'autre extrême, on prendra le gaz à la fin, c'est un peu l'inverse. Le charbon, sa vraie menace numéro un et de loin, c'est l'effet de serre. C'est lui, si on met une taxe un peu élevée, et $50 la tonne dans 3-4 ans, ça n'a rien d'impossible, c'est le charbon qui va prendre l'essentiel. En plus, le charbon, son débouché essentiel, c'est l'électricité, et là, il va se trouver en concurrence dans beaucoup de pays avec du gaz dont le prix est en train de se décrocher complètement de celui du pétrole, vers le bas, décrocher vers le bas, ce qui va évidemment pour le charbon poser un problème de débouché évident. Et puis, on donne une priorité aux renouvelables, ça fait de l'électricité, donc le charbon, il va être, même si l'électricité par renouvelable revient 3, 4 fois, 5 fois plus cher que l'électricité de charbon, comme on la développe pour des raisons politiques, le charbon, c'est lui qui va souffrir en direct. Et puis enfin, le nucléaire, il fait que de l'électricité aussi. Pour l'instant, on ne fait pas de nucléaire chaleur. Donc, on voit bien que le charbon, il est dans un squeeze. En clair, n'achetez pas d'actions de société charbonnière, c'est vraiment du haut risque. Celle de Morel et Prom, entre autres, je pense que ça serait une mauvaise idée. Pour le charbon, qu'est-ce que je voulais dire ? Il a une autre caractéristique différente du pétrole, c'est que la notion de réserve n'est pas du tout la même. Dans le pétrole, il y a des définitions qui ont été établies il y a au moins 50 ans. On appelle réserve ce qui est économique avec les prix actuels et les techniques actuelles. Donc ça, on sait bien ce que ça veut dire. Avec ça, on calcule, et puis chaque société cotée en bourse, vous remettez chaque année à la bourse américaine un papier de 6 pages avec les calculs, il y a tout, c'est comme votre feuille d'impôt, vous remplissez des lignes, hein, c'est tout, toute la méthodologie est là. Donc, ça c'est assez bien connu parce qu'il y a une méthodologie. Le charbon, il n'y a aucune méthodologie. Et le charbon, contrairement au pétrole, il a une très grande élasticité des réserves au prix. Le pétrole, vous doublez les prix, vous n'avez pas d'effet instantané sur les réserves, pratiquement pas, c'est quelques pourcents. Le charbon, vous doublez le prix, vous doublez les réserves mondiales. C'est extrêmement élastique. Pourquoi ? Parce que vous changez l'épaisseur des veines limites, les profondeurs limites des puits, etc., etc. La ressource est très importante, et ce qui est productible au prix du marché est une petite fraction de la ressource. Donc il suffit de jouer sur les prix pour augmenter assez fortement les réserves. Ça ne veut pas dire qu'elles seront produites un jour, mais donc les chiffres de réserve des deux industries ne sont pas comparables. Donc quand on dit il y a tant d'années de pétrole, tant d'années de charbon, sur le pétrole ça veut dire quelque chose, c'est que avec les réserves telles qu'elles ont été définies et la consommation actuelle, ça représenterait tant d'années. Les réserves de charbon, ça veut à peu près rien dire. Alors j'ai laissé le gaz pour la fin parce que là c'est le pire de tout. Le pire pourquoi ? Parce que le gaz, finalement, c'est du pétrole ultra léger, mais le fait qu'il est ultra léger fait qu'il a un comportement dans les gisements complètement différent du pétrole. Et autant j'ai des doutes sur un développement important des pétroles dans les roches, je dirais, peu perméables, peu poreuses, qu'on appelle les pétroles dits de schiste ou pétrole de roche-fer, autant que je pense que pour le gaz, c'est une vraie révolution. Parce que là, on a de très gros volumes, et le gaz a la faculté de circuler dans des milieux très peu poreux, très peu perméables, beaucoup plus facilement que le pétrole. Et donc, c'est les techniques qui sont apparues finalement à grande échelle il y a seulement 5 ans, qu'on connaissait depuis 50 ans. On s'est fraqué, c'est-à-dire augmenter la perméabilité en créant des petites fissures, des petites fractures autour d'un puits. On sait faire ça depuis un demi-siècle. Mais le faire à grande échelle, ça va vous libérer de gros volumes de gaz, et par contre des volumes probablement assez limités de pétrole. Et donc aujourd'hui, on n'a plus de visibilité. Il va falloir attendre une dizaine d'années pour y voir clair. Qu'est-ce que c'est que le maximum de la production gazière mondiale ? On a défini à peu près celle du pétrole, les 100 millions de barils de jour. Le gaz, on croyait avoir une assez bonne visibilité il y a 5 ans.
On se disait vers 2030-2040, on va être au maximum. Et aujourd'hui, on n'en sait plus rien. Il va falloir qu'on fasse un inventaire mondial des soi-disant gaz de schiste. Alors il y a 1 ou 2 pays qui se sont exclus provisoirement de l'inventaire, le nôtre entre autres. On est le seul grand pays à s'être exclu de l'inventaire. Mais, et je ne suis pas sûr que d'ailleurs que ça va durer. Le gouvernement a déjà changé d'avis sur plein de sujets, il peut changer là-dessus aussi. Et en général, il a changé d'avis dans le bon sens. Hein. Il a changé d'avis, c'est devenu plus réaliste. On ignore totalement. Alors, ce qui est terrible, c'est de voir qu'on publie des chiffres avec 3 chiffres significatifs. L'administration américaine a sorti des chiffres de gaz de schiste pays par pays. Alors, voilà, la France assez bien dotée. Ça ne veut rien dire. Tant qu'on n'a pas fait des trous, fait des tests, on n'a aucune idée de ce qu'il y a. C'est des calculs parfaitement théoriques, mais la probabilité est assez forte. Qu'il y ait effectivement des ressources économiquement exploitables. Parce que les réserves, c'est donc des ressources économiquement exploitables. Donc ça, c'est une révolution pour le gaz. L'autre révolution, elle est déjà assez ancienne. C'est qu'avant, au début des années 60, on savait valoriser le gaz qu'en le transportant dans les tuyaux. On ne savait pas le transporter autrement. Depuis 1964, on a la liquéfaction opérationnelle. La première usine est d'ailleurs un produit français, puisqu'on l'a fait en Algérie. Et là, c'est extraordinaire. 1964, le démarrage d'une grosse usine. Elle a commencé sa construction 60, en pleine guerre d'Algérie. 62, c'est l'indépendance. C'est une usine qui a été livrée dans les temps, dans le budget. Pleine guerre d'Algérie. Aujourd'hui, il n'y a aucun projet pétrolier, en particulier de liquéfaction, qui soit dans les temps et dans le budget. Nulle part. Ils font tous des dépassements de 30 à 50%. On ne sait plus travailler. C'est tout à fait étonnant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les chemins de fer, j'imagine un peu mieux, mais dans le pétrole et le gaz, on a une perte, je dirais, de maîtrise intellectuelle des projets, qui est le nucléaire aussi, j'en parle pas, lui, il fait des 50% ou des 100%. Et c'est dû à quoi, ça ? Difficile de comprendre. Le souci de sécurité qui est devenu obsessif, le personnel qui est mieux traité aujourd'hui qu'il ne l'était dans le temps certainement, en tout cas dans certains pays. Je vais prendre, s'il y a quelqu'un qui a été ex du nucléaire, il y a 4 EPR en construction dans le monde. Il y en a un en Finlande, il n'a pas fini d'être fini, il fera 100% de dépassement de budget et 100% de dépassement du planning. Il y en a un en construction en France qui reçoit toute l'expérience du premier, il va faire 50% de dépassement de budget et 50% de dépassement de planning, j'arrondis tous les chiffres. Les 2 qui sont en construction en Chine, ils sont dans le budget et dans le planning. Ça, c'est une leçon majeure parce que qu'est-ce qui va se passer demain ? Allez-y. Oui, je peux donner un argument. C'est plutôt le mensonge sur les estimations initiales et sur ce qu'on dit au départ pour pouvoir faire le projet. Et ce mensonge, je pense qu'il existait beaucoup moins avant. Donc je serais moins catégorique que vous sur le fait on ne sait plus travailler, on savait avant. C'est que le point, le curseur initial, pour moi, il a vachement changé. Bon. Si je peux c'est vrai pour la Finlande que Areva voulait le contrat à n'importe quel prix, et ils l'ont eu, qu'ils ont sous-estimé un tas de problèmes, qu'ils ont pris tous les risques de dépassement et de budget et de planning de leur côté, le client n'en prendra aucun, enfin un contrat invraisemblable. Sur Flamanville, c'est déjà beaucoup moins vrai. Sur le chantier chinois, il y a quand même 200 Français, quelque chose comme ça, ou 250. On voit bien les plannings d'avancement, on voit les coûts, on voit bien que leurs coûts n'ont rien à voir. On voit à quelle vitesse ils coulent le béton et ils ferraillent le béton. Ça n'a rien à voir avec nous. Donc là, il y a quand même un vrai problème, parce que ça, c'est du physique contre du physique. On ne peut pas dire, j'ai une sous-estimation initiale. On sait à quel prix ça a été passé en Chine, mais surtout, on voit les plannings et on voit à quelle vitesse ils travaillent. Il est évident que si vous construisez 50% plus vite, enfin, prenez 50% de temps en moins que les Européens, vous allez vous retrouver avec un coût forcément très très inférieur. Vous savez qu'ils travaillent en 3-8 déjà. Déjà, les Chinois partout. Ils travaillent en 3-8 et ils travaillent très bien. Vous avez les Français qui sont en rotation sur le chantier, ils vous disent. Sur l'EPR, il y a plusieurs personnes qui sont dans l'équipe qui pilote la construction. Ouais. Et quand la construction à Flamanville a commencé, le budget interne d'EDF, c'était 2 ans de plus
au moment où ça commençait. Ce qui est quand même assez extraordinaire et Oui, qui va, à mon avis, dans le sens de... Mais pourquoi le budget français, pourquoi est-ce que le planning français serait 50% plus long que le planning chinois? Ah bah, C'est là qu'il y a un problème. Là, on rejoint les conditions de travail, C'est etc. là- Il n'y a pas 3-8. C'est là où est le problème. C'est que pourquoi on avait fait l'usine d'Arzeux en Algérie, dans les budgets, etc., en pleine guerre d'Algérie, pourquoi aujourd'hui, un terminal GNL n'importe où, ou une usine GNL, on a entre 30 et 50% de dépassement? Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est pas le... Enfin, pour moi, en France, le problème, c'est dès le début, on savait à peu près le prix que ça allait coûter au final. Par contre, Oui, on n'est pas prêt à l'afficher. Il reste le problème, Et par contre, effectivement, c'est plus long. même si les dépassements de budget, les problèmes d'affichage ont joué un rôle, les dépassements de planning, ceux-là, ils sont parfaitement matériels. Est-ce qu'il y a une évolution des normes en Chine et qu'il y a une instabilité, j'allais dire, des normes de construction, sécurité et autres, aussi importante que celle qu'on peut constater en France, par exemple? Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements de normes? En Finlande, il y a eu des changements de projet pratiquement en Finlande. Donc on peut dire ça explique. Mais à Flamanville, il n'y a pas eu de... Ah, si. Non, mais c'est sur le planning qu'il y avait 2 ans de décalage. Au moment où, On était obligé de refaire les où bétons, EDF etc. dit officiellement dans la presse, ça va être dans 3 ans et demi qu'on démarre, leur projet interne, leur planning interne, c'était déjà plus de 5 ans. Pourquoi leur planning, c'est un planning très différent de celui des Chinois? C'est là où la vraie question. Pourquoi on a un planning de 3 ans en Chine et de 5 ans en France? Quelle est l'explication? Ah bah là, effectivement, c'est la quantité de travail à fournir qui Dans les processus. met beaucoup moins de temps. Processus, en tout cas, il y a un vrai problème, c'est que... Comparer les actions du travail. Je vais voir pourquoi. C'est parce que je parlais du GNL, j'ai dérapé sur le GNL. Je dis, donc, le fait nouveau depuis 50 ans, c'est qu'on s'est liquéfié et que c'est devenu une industrie majeure à l'intérieur de l'industrie gazière, qui permet de livrer du gaz de n'importe où à peu près. Hein. Et ça, c'est quand même un gros changement. Bon, allez, on va passer aux questions parce que j'ai assez parlé. Allez. Oui, vous avez dit en 85, le prix du baril s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé en 85? L'OPEC avait établi a pris le contrôle du marché en 2 fois. Dès 1974, l'Organisation des pays exploitateurs de pétrole a dit maintenant les prix c'est nous. On nationalisait l'essentiel de l'activité amont. Pour vous donner 2 chiffres très simples, en 72, 80% de l'activité amont de l'industrie pétrolière, c'est-à-dire l'exploration-production, était assurée par les sociétés, je dirais, du monde capitaliste, les sociétés cotées en bourse, et 20% par les sociétés nationales des pays producteurs. En 80, c'était les mêmes pourcentages à l'envers. Et c'est toujours les mêmes pourcentages à l'envers, 80% par les sociétés nationales, 20% par les sociétés privées. Donc, on a changé de portage, et on a changé de portage aussi pour le contrôle des prix et de la production. L'Organisation des pays producteurs de pétrole, c'est un cartel parfaitement déclaré. C'est tout à fait étonnant, parce que c'est contraire aux lois aussi bien américaines qu'européennes, les cartels. Mais celui-là, il est toléré. Alors, on pourrait parler à l'infini pourquoi celui-là est toléré. À part l'extrême droite ultralibérale, tout le monde est d'accord que l'OPEP, c'est utile. Il vaut mieux avoir un régulateur que pas de régulateur du tout. C'est tout à fait étonnant de voir que c'est la seule industrie où on accepte un cartel et personne ne moufte. Mais c'est comme ça. Et ces gens-là, ils ont voulu maintenir le prix au pic qu'il avait atteint en 79-80 après la chute du Shah en Iran. Où là, Et puis évidemment, la demande, elle s'est effondrée pendant 3 ans. Effondrée. Elle a baissé assez sensiblement. Et ils ont mis en place un système de quotas pour que chacun des pays de l'OPEP participe à la réduction. Ils ont tous triché, sauf l'Arabie. Et l'Arabie, qui avait une capacité de 10, c'est 10 millions de barils de jour, est tombée pratiquement au printemps 85 à peu près 2,5 ou 3. Donc ils utilisaient leur capacité à 30%. Tous les autres trichaient, ils ne sont pas arrivés à faire entendre raison aux autres. Donc un jour, ils ont appelé les sociétés pétrolières, les majors, ils l'ont écouté. Maintenant, nous, on veut reprendre notre part de marché. Alors, il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire, c'est le marché qui demande moins. Il dit, oui, mais nous, on va fournir, quel que soit le prix. Mais quoi? Il dit, c'est tout simple.
vous prenez les cargaisons, on vérifiera à combien vous les valorisez à l'autre bout, hein, et on vous assure une marge. On a inventé un système de netback absolument incroyable. Donc les sociétés, on roulait avec une marge assurée sur le brut saoudien, dont on avait été exproprié. Les Américains avaient été expropriés de l'Aramco, et malgré cette expropriation de l'Aramco, sans indemnité, c'était resté une histoire extraordinairement bizarre, les Saoudiens ont proposé le pacte doré qui a fait écrouler les prix. Et une fois que les prix se sont écroulés, la demande est repartie, et il n'y a plus besoin de ce pacte doré, il a été enterré. C'est une histoire assez peu connue, mais ça s'est passé comme ça. Merci. Et on peut rêver, ça ne peut pas revenir, ça? Non, parce qu'il y a très peu de surcapacité, et il n'est pas en train de s'en créer en ce moment. On marche de façon tangente avec 2-3 millions de barils de jour, on ne sait pas de surcapacité. Et une partie des surcapacités ne sont pas utilisables parce qu'elles correspondent à des situations politiques très dégradées. Je pense au Nigeria, au Venezuela, qui ne sont pas au maximum de leur potentiel. Mais tant qu'ils auront les problèmes internes qu'ils ont, des problèmes de gouvernance en Venezuela, des problèmes bien pires de banditisme à une échelle et de corruption à une échelle gigantesque au Nigeria, on ne voit pas très bien comment ils remonteraient au maximum de leur potentiel. Donc on va être tangent sur les 10 ans qui viennent, sauf si l'Irak faisait son programme. Alors le programme de l'Irak, ça va vous montrer pour les gens qui croient les statistiques ou qui croient les organismes internationaux, ils ont décidé il y a récemment 3 mois, un chiffre, on va produire en 2025 12,5 millions de barils de jour. Tout le monde s'est gratté la tête à dire, oh là là, ouais, les gisements pourraient donner ça, mais ça veut dire qu'on investit massivement, sans aucun frein, qu'il n'y a plus d'attentats, qu'il n'y a plus rien, tout marche à fond à la caisse. Renseignement pris, c'était pas un grand programme bien bâti, ils avaient vu que l'Arabie, en 2025, annonçait 12, ils ont annoncé 12,5. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien derrière. Et l'AIE a dit, c'est 12,5. Parce que l'Irak avait déclaré ses 12,5 et l'AIE, elle transcrit ce que disent les pays. Même chose, le Venezuela, il y a 2 ans, il a soudainement augmenté de 200 milliards de barils ses réserves. Tout le monde s'est demandé pourquoi 200, pourquoi pas 100, pourquoi pas 300. Eh bien, c'est tout simplement pour passer 2% au-dessus de l'Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, le premier réserve mondial, c'est le Venezuela, qui a basculé des ultra-lourds complètement arbitrairement dans les réserves. Et le premier producteur en 2025, c'est l'Irak. Les 2 chiffres sont complètement bidons. Oui. C'est pas parce qu'au Venezuela, justement, ils ont trouvé des nouvelles réserves. Non. Rien. Tout le basculement, c'est sur des choses qui sont connues depuis 50 ans. C'est tout dans la ceinture de l'Orénoque, c'est tout de l'ultra-lourd, ça je connais bien. Hein, et je vous assure qu'il n'y a rien derrière. C'est entièrement de l'affichage. Il y a un gros problème, car vous avez bien souligné que 80% nous dépendons des énergies fossiles, et vous avez bien expliqué ce qui se passe dans ce domaine-là, mais il y a un problème de densité énergétique aussi qu'il faut prendre en compte. Et actuellement, contre ces énergies fossiles, on n'a rien, hein, parce qu'on n'a que des énergies intermittentes, hors le nucléaire quand même. Hein. Donc, toutes les énergies sont intermittentes. Donc on est barré, il faut trouver une solution. La solution. Toutes les énergies fossiles et toutes les énergies non fossiles, enfin, vous en parlerez la prochaine fois, mais l'éolien, le solaire, c'est intermittent. On ne peut pas. Dans les autres, on peut ajouter chaque fois. On en parlera la prochaine fois. Vous pouvez partiellement pallier l'intermittence, mais à un coût extraordinairement élevé. Le coût de stockage, mais il est forcément extrêmement élevé, donc subventionné, sinon ça ne marche pas. Donc ça coûte à la collectivité de rendre une énergie intermittente continue, ça coûte une fortune, on en parlera la prochaine fois. L'autre solution, c'est à quel moment l'hydrogène fait à partir de nucléaire, et peut-être un peu à partir de renouvelables, à son coût suffisamment abaissé qui permettent d'allonger la sauce pétrolière. Alors je vais m'expliquer ce que ça veut dire. Ben, c'est qu'avec de l'hydrogène, vous pouvez par exemple doubler le rendement à l'hectare des biocarburants. En clair, c'est tout simple, hein, mais ça anticipe sur la prochaine fois. Dans les matières organiques, que ce soit les feuilles ou le bois, vous avez 6% masse d'hydrogène. Pour faire un carburant, il vous en faut 13. Si vous allez amener de l'hydrogène extérieur, par exemple nucléaire, vous couplez ça avec une usine de biocarburants, vous doublez les rendements.
C'est aussi simple que ça. Donc, et là, c'est du carbone qui tourne en boucle, c'est l'idéal. Ça. Le biocarburant dopé au nucléaire, pour moi, c'est l'avenir. Vous pouvez faire la même chose dans un tas de domaines. Dès que vous avez de l'hydrogène, vous faites par exemple des synthétiques à partir du charbon, par hydrogénation. Si votre hydrogène, au lieu de le faire comme les procédés actuels, en décomposant le charbon pour faire de l'hydrogène, etc., sur de haute température, etc., vous avez de l'hydrogène nucléaire, vous hydrogénez du charbon, vous faites ce que vous voulez comme liquide, etc. Donc la barrière économique, je dirais, c'est le coût de l'hydrogène nucléaire ou renouvelable. Ça sera la seule façon de desserrer complètement la contrainte. Une autre façon, et on jouera sur les deux tableaux, c'est de diminuer fortement les consommations d'énergie très concentrées. L'énergie idéale, c'est évidemment le pétrole. Ça se met dans un réservoir. Vous avez presque le débit d'une ligne à haute tension en énergie quand vous remplissez votre réservoir. C'est absolument fabuleux comme densité énergétique. De diminuer ça fortement, en faisant rentrer fortement l'électricité dans le système. Et ça, on pourra, par les hybrides rechargeables, en niche par les électriques complets, mais ça fera 5-10% du parc mondial dans 30 ans, c'est pas ça qui va révolutionner, alors que l'hybride rechargeable, ça peut très bien faire 80% des nouvelles voitures qu'on va vendre dans 10 ou 15 ans. Ça peut aller très vite. Il y a d'autres problèmes en attendant. Il y a d'autres problèmes, mais je dirais qu'on peut desserrer les contraintes, je dirais par un basculement de certaines consommations, mais il va falloir faire plus d'électricité. Et donc, que les gens, ça leur plaise ou pas, il faudra faire plus de nucléaire. On ne pourra pas alimenter cette machine, par exemple nos voitures en électricité, avec du renouvelable. Ça ne collera pas. Ça collera pas. On ne peut même pas faire tourner les usines. Ouais. J'ai deux questions. Ouais. La première, ce serait d'avoir des chiffres sur les réserves qu'on aurait trouvées au large de la Guyane française, si tu as quelques idées. Et la deuxième, c'est il y a un rapport qui est ressorti récemment de l'AIE disant que les États-Unis produiraient suffisamment de pétrole pour être en 2030. C'est typique de l'AIE, ça, c'est typique de l'AIE. Alors, quel est ton avis là-dessus? Et si c'est vrai, quel impact cela aurait sur le marché mondial? Je vais répondre d'abord sur la Guyane très vite. Personne n'en sait rien. On connaît l'image sismique. On a un trou avec un bon test. Le deuxième trou est en cours, c'est chez l'opérateur. Quand on aura 2 trous, on aura resserré la fourchette. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi entre 100 millions de barils et 2 ou 3 milliards. Donc, c'est n'importe quoi entre ces deux chiffres. On va resserrer avec 2 puits. On resserrera, on sera plus du simple au double. Alors, je ne sais pas où on va resserrer. Si on va resserrer vers le bas, vers le haut, j'en ai aucune idée. C'est vraiment le deuxième puits qui va confirmer l'image que sont les géophysiciens, parce que c'est beaucoup plus de la géophysique que de la géologie, de la structure, qui est complètement atypique d'ailleurs. C'est le genre de truc qu'on n'avait jamais foré, qu'on avait hésité à forer. C'est pas du tout comparable aux offshore profonds classiques. C'est encore autre chose. Bon. On verra ça. L'autre question. Oui, je ne sais plus ce que je voulais. Attends. C'est les États-Unis. Oui, les États-Unis. Là, alors, je vais essayer de donner quelques chiffres. Les États-Unis, il y a 3 ans, importaient 65% de leur brut. L'an dernier, 60%. L'an prochain, on passe 50%. En clair, ils sont montés très très vite en puissance sur les pétroles de schiste, en particulier dans le Nord Dakota, le Bakken. Ils sont à 1 million de barils jour en fin 2012, ce qui est évidemment majeur par rapport à leur consommation qui doit être de 15 ou 16, je n'ai plus le chiffre exactement. C'est tout à fait substantiel. Et ils vont pouvoir encore monter, et tout le problème c'est de combien. Et là, je pense que l'AIE déconne complètement. Enfin, pardon, a une vision irréaliste des choses. Pour passer à l'indépendance, ne plus importer, il faudrait qu'ils arrivent à produire 7 ou 8 millions de barils jour de nouveau pétrole, parce que l'ancien va continuer à décliner. Et ça me paraît complètement hors d'atteinte. Quelle que soit la façon dont on fait les calculs, la meilleure façon, c'est de dire
Je prends tous les rigs américains, il y a à peu près 1800 rigs, ils travaillent tous à faire que ça, hein, d'un bout de l'année à l'autre, et puis je connais les productions moyennes par puits, etc., je connais les taux de déclin, j'additionne tout ça, je ne vois pas comment on peut arriver à ces chiffres-là. Donc pour moi, l'Amérique plafonnera en nouveau pétrole quelque part entre 2 et 3 millions de barils jour, et pour tenir ce rythme, il faudra qu'il y ait plus de 1000 rigs qui forent d'un bout à l'autre de l'année. C'est quoi un rig? Un appareil de forage, pardon. Un appareil de forage. Donc, il faudra... Il faut le... Bon, je suppose que le prix permet que c'est économique, puisque c'est économique aujourd'hui, donc je suppose que ça le reste. Mais si tu veux, même en mobilisant les 2/3 des appareils de forage américains à forer que ça, tu as une limite. Alors tu me dis, ils peuvent acheter de nouveaux appareils de forage. Ils ont déjà les 2/3 du parc mondial. Hein. Bon, ils peuvent en acheter, mais les types seront gonflés d'investir dans des appareils nouveaux. Et on ne sait pas aujourd'hui si on n'est pas en train de faire un écrémage de ces nouveaux pétroles. Hein, c'est-à-dire que dans les roches-mères, tu as quelques zones plus favorables que d'autres qui vont donner des débits économiques, mais tu as 60% des puits qui sont non économiques. Et puis tu as 20% sur lesquels en fait tu gagnes ta vie. Hein. C'est presque la règle des 80-20. Si les géophysiciens sont suffisamment géniaux pour que dans 5 ans, on sache depuis la surface calculer, il y a 2 choses à calculer, le coefficient de Poisson et le module d'ion. Hein. En clair, c'est les caractéristiques mécaniques. Coefficient de Poisson et module d'ion. C'est les caractéristiques mécaniques. À l'intérieur de la roche-mère, vous avez ça, vous avez des zones qui sont moins riches en argile et plus riches soit en calcaire, soit en grès, et donc qui ont des caractéristiques, pour peu qu'on les aide un peu, qu'on les fracture un petit peu, à devenir des réservoirs. Le reste ne deviendra jamais un réservoir. Ce qui a plus de 30% d'argile, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne deviendra jamais un réservoir. Si vous essayez de le faire exploser, les fissures se referment aussitôt. Enfin, ceux-là, ils sont out. Mais par contre, le pourcentage et la quantité de ces zones favorables, on y va un peu à l'aveuglette, et on ne le connaît pas à l'échelle globale. Et ce que je dis, si les géophysiciens trouvent un moyen de le voir depuis la surface, et c'est pas exclu que dans quelques années ils y arrivent, hein, qu'ils arrivent à nous sortir des algorithmes qui nous disent tout simplement avoir de très faibles variations de vitesse des ondes sismiques dans ces zones par rapport aux zones riches en argile, c'est des trucs ultra fins. Alors à ce moment-là, au lieu de marcher avec 20% des puits qui vous font gagner votre vie et puis les autres soit qui sont neutres, soit qui perdent de l'argent, si vous inversez les pourcentages, que les 80% des puits qui deviennent bons, c'est une vraie révolution. Je dis la révolution, elle est dans les mains de la sismique.